Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau thème de génétique, on va s'intéresser aux accidents génétiques de la méiose et dans un premier temps, on va s'intéresser aux trisomies et aux monosomies. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par des rappels sur la méiose. La méiose est constituée de deux divisions cellulaires successives. Elle est précédée d'une phase de réplication. Ainsi, les chromosomes doubles sont constitués de deux chromatides identiques. La première division de méiose est constituée de 4 phases, comme toute division cellulaire classique, mais elle présente des particularités importantes. Elle consiste à séparer les paires de chromosomes, que l'on appelle des bivalents, parce qu'il y a 2 chromosomes homologues. On les appelle aussi des tétrades, parce qu'il y a 4 chromatides homologues. Cette division sépare donc les paires et réduit donc de moitié le nombre de chromosomes présents dans la cellule. On parle de division réductionnelle. Dans la seconde division, le nombre de chromosomes n'est pas réduit. On parle donc de division équationnelle. La méiose produit donc à partir d'une cellule à 2 N chromosomes doubles, 4 cellules à N chromosomes simples. Lors de cette division, il y a 2 brassages. Le premier brassage est appelé brassage interchromosomique. Il consiste en une répartition aléatoire des chromosomes de part et d'autre de l'équateur de la cellule. Et le deuxième brassage s'appelle le brassage intrachromosomique et consiste en un échange de matériel génétique entre 2 chromosomes homologues. Si nous possédons 23 paires de chromosomes, 22 paires autosomes et une paire hétérosome, c'est-à-dire les chromosomes sexuels, soit XX, soit XY. Bon, ici on a une femme, donc c'est XX. Donc si nous possédons des paires, c'est parce que nous provenons de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Chacun des 2 gamètes va apporter un chromosome de chaque sorte, ce qui explique que nous avons des paires. Dans chaque paire, nous avons un chromosome de papa et un chromosome de maman. Alors vous allez me dire comment je sais qui, mais je ne sais pas en fait, on ne peut pas savoir comme ça. Bon bref, un papa, un maman, un papa, un maman, un papa, un maman. Ok, c'est bon? Donc maintenant, imaginons que dans l'un des gamètes, il y ait un nombre anormal de chromosomes, qu'on ait N plus 1 par exemple ici, ou N plus 1 ici. À ce moment-là, notre karyotype, qui est censé être à 2N égale 46, s'il y a un chromosome supplémentaire, par exemple ici le 15, on va mettre 2N égale 46 plus 1. La cellule œuf va alors présenter une anomalie de nombre. Alors si j'additionne ici, je vais avoir 2N plus 2, c'est très rare. Et cette aberration chromosomique se traduit forcément au niveau du phénotype par des anomalies de caractère si le karyotype de la cellule œuf amène à un fœtus viable. La trisomie 21 est une forme viable d'anomalie de nombre et touche un enfant sur 800. Appelé également syndrome de Down, du nom du médecin qui l'a découverte, les signes cliniques sont très nets. On observe un retard cognitif, des pieds et des mains trapus, une tête petite arrondie avec un visage plutôt aplati, une nuque plate, des yeux écartés et une fente des paupières obliques. Dans 92,3% des cas, cette trisomie est due à la présence de 3 chromosomes numéro 21. Elle est donc due à une mauvaise fabrication des gamètes. Alors vous allez me dire, trisomie, 3, 92,3% des cas, 3 chromosomes 21, et bien alors le reste. Attendez, vous allez voir, occupons-nous déjà de ce cas. La présence de 3 chromosomes 21 est due à une mauvaise répartition des chromosomes homologues lors de la première division de la méiose maternelle, ce qui produit un ovocyte avec un chromosome supplémentaire et un ovocyte avec rien du tout. Dans cette anomalie de méiose 1, il y a donc une non-séparation des chromosomes homologues de la paire 21, ce qui signifie qu'en méiose 2, ici, nous aurons 2 cellules sans chromosome 21 et ici, nous aurons 2 cellules avec 2 chromosomes 21. La fabrication des ovocytes ou ovogénèse est une méiose un peu particulière parce que si elle partage équitablement les chromosomes, la division dans l'espace n'est pas équitable concernant le volume cytoplasmique. La première division donnera, à partir d'une cellule appelée ovocyte 1, une cellule fille quasiment normale appelée ovocyte 2 et une cellule fille de taille très réduite appelée globule polaire et destinée à disparaître. L'ovocyte 2 amorcera sa deuxième division de méiose, mais restera bloqué en métaphase 2 jusqu'à la fécondation. Une fois celle-ci effectuée, la deuxième division se terminera et le deuxième globule polaire sera également éliminé. C'est alors seulement que la karyogamie, la fusion des noyaux, s'effectuera pour donner une cellule œuf.
Alors vous allez me dire quelle est l'utilité de faire une division dans l'espace aussi peu égalitaire. Eh bien, la nature fait bien les choses. La femme n'est faite pour porter qu'un seul enfant. Et un seul, ça suffit, croyez-moi, je sais ce que je dis. Donc normalement chez la femme, la méiose amène à un seul ovocyte mature. Mais dans le cas où la paire de chromosome 21 a été distribuée dans l'ovocyte 2, après la deuxième division, la cellule fille obtenue, c'est-à-dire l'ovule, donnera, suite à la karyogamie, une cellule œuf présentant une trisomie 21. Si lors de la première division, la paire de chromosome 21 est éliminée dans le globule polaire, à ce moment-là, la cellule obtenue ne possédera aucun chromosome 21. Nous allons nous retrouver dans ce cas-là. Attention, ici la cellule est représentée vide, mais n'oubliez pas, on ne représente que les chromosomes 21, ce qui veut dire qu'il y a tous les autres chromosomes. Donc, en cas d'anomalie de première division, soit les deux chromosomes 21 restent dans l'ovocyte, soit ils partent dans le globule polaire. Ce sera cette lignée-là. S'ils restent dans l'ovocyte, on va donc avoir après fécondation des trisomies. Si les deux chromosomes 21 partent dans le globule polaire, à ce moment-là, on va avoir un ovocyte déficient en chromosome 21. On va donc obtenir après fécondation une monosomie 21, puisque le seul chromosome 21 correspondra à celui apporté par le spermatozoïde. Voilà pour les 61,7% de cas de trisomie 21 due à une première division anormale chez la mère. Si nous prenons une anomalie en deuxième division chez la mère, dans 15,3% des cas, qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, au final, des résultats un peu différents. Si la première séparation s'effectue correctement, il y a plus de probabilité qu'au moment de la deuxième séparation, il y ait quand même présence d'un chromosome 21. Ce qui veut dire qu'on va avoir une chance sur deux d'obtenir un karyotype normal et un risque sur deux d'obtenir un karyotype anormal, avec un risque sur 4 d'avoir une monosomie et un risque sur 4 d'avoir une trisomie. Bon, alors n'oublions pas que ça peut aussi se passer chez le père. C'est beaucoup plus rare. 11,8% des cas en première division, 11,2% des cas en deuxième division. Vous allez me dire, le schéma, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble beaucoup à ça, sauf que là, au lieu d'avoir des ovules, vous avez des spermatozoïdes, au lieu d'avoir des spermatozoïdes, vous avez des ovules. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, mais alors, 92,3% des cas, c'est une trisomie 21. Si c'est pas une trisomie 3 chromosome 21, qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, ça reste une trisomie, mais on ne voit pas le troisième chromosome 21. Il va se trouver accroché à un autre chromosome. Ce chromosome 21 aura été fusionné avec le chromosome d'un des parents. Ici, le chromosome numéro 13. Ça arrive aussi souvent sur le chromosome 14. Donc imaginez que la mère possède un chromosome 21 qui soit fusionné avec son chromosome 13. La division se passe normalement et en supposant que dans un des gamètes de la mère, il y ait à la fois le chromosome 13 fusionné avec le 21 plus le 21, on va se retrouver dans des cas de trisomie. Ça va donc être le cas ici et ici. Alors on parle souvent des trisomies 21, pourquoi? Parce qu'elles sont viables. Donc on connaît des individus qui sont atteints de trisomie. Il existe des trisomies viables également, comme la trisomie 18. Elle touche un enfant sur 8000, mais attention, l'espérance de vie de l'enfant est de 18 à 25 mois. Les signes cliniques sont un peu différents. On a un fort retard de croissance dès la naissance, la tête est anormale, le nez est retroussé, on a une toute petite bouche et on a de nombreuses anomalies des membres. 95% des fœtus meurent in utero, c'est-à-dire dans l'utérus, et donc cela provoque une fausse couche. Voici le karyotype d'une personne atteinte du syndrome de Klinefelter. Cherchez la trisomie. Vous la trouvez? Facile, elle est juste devant mon feutre. Ici, vous avez 3 chromosomes sexuels. 2X et un Y. Si l'on vient de voir des trisomies touchant les autosomes, les trisomies existent également pour les hétérosomes, c'est-à-dire les chromosomes sexuels. La particularité de ces trisomies, c'est qu'elles sont viables. Cependant, elles présentent des conséquences importantes, mais non létales. La formule de ce karyotype est 2n égale 44 plus XXY. La question est, est-ce une fille ou un garçon? À partir du moment où il y a le gène SRY qui est présent uniquement sur Y, l'individu sera de sexe masculin. En effet, dans les premières semaines de grossesse, le chromosome X va contrôler la mise en place de l'appareil reproducteur. Il va y avoir la mise en place des futures gonades, des canaux, etc. Et c'est le gène SRY vers la 5e semaine qui va s'activer et transformer l'appareil reproducteur en appareil mâle. Ce qui fait que les individus atteints de cette trisomie, dans leur jeunesse, présentent un phénotype masculin. Mais au moment de la puberté, il va y avoir conflit. Il y a 2 chromosomes X. On va donc voir apparaître chez ces individus des caractères sexuels secondaires féminins, comme la poitrine, un élargissement des hanches,
une absence de pilosité au niveau de la barbe, etc. et surtout des testicules qui restent petits. Pour pallier le déficit de fonctionnement des testicules, il suffit de faire des injections régulières de testostérone et l'enfant présentera un développement normal. Ici, vous avez la morphologie d'un individu adulte qui n'a pas été traité à la testostérone. Le syndrome de Klinefelter peut avoir comme origine la fécondation d'un ovule possédant un chromosome X par un spermatozoïde possédant un chromosome X et un chromosome Y. Mais il peut y avoir d'autres possibilités. Un spermatozoïde qui apporte Y et un ovule qui apporte 2X. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Nous venons de voir le syndrome de Klinefelter, XXY, et vous l'aurez compris, il peut y avoir différentes combinaisons possibles de trisomie au niveau des chromosomes sexuels. La trisomie XYY donne un individu qui ne présente pas d'anomalie. La trisomie triple X donne des femmes normales, mais de très grande taille. La monosomie Y n'est pas viable. En effet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le chromosome X possède les gènes responsables de la mise en place de l'appareil reproducteur embryonnaire. Donc en l'absence de X, le gène SRY est inopérant. Il ne peut pas y avoir fabrication d'appareil reproducteur. De plus, le chromosome X possède des gènes intervenant dans le fonctionnement du corps humain. Son absence n'est donc pas compatible avec la vie. La monosomie X0 ou syndrome de Turner, touche une fille sur 500. Elle est viable, mais rare, car les embryons atteints sont fragiles et 98% des grossesses débouchent sur une fausse couche. Cette monosomie occasionne un retard de croissance, des problèmes de fertilité, des lymphoœdèmes, de nombreuses anomalies cardiovasculaires, rénales, osseuses, ORL, endocriniennes et j'en passe. Elle est difficilement détectable pendant la grossesse et elle est souvent diagnostiquée soit dans l'enfance, soit au début de l'adolescence quand les règles ne surviennent pas. Il n'existe pas de traitement au syndrome de Turner, il est possible tout au plus de pallier au déficit de croissance par l'injection d'hormones de croissance. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'origine d'un syndrome de trisomie ou de monosomie sexuelle peut venir soit du côté de la mère, soit du côté du père. Intéressons-nous pour l'instant aux anomalies de méiose maternelle pour les gonosomes ou hétérosomes. Donc vous voyez qu'on utilise plusieurs termes. Gonosome, gonade, ce sont les chromosomes qui s'occupent de mettre en place les gonades sexuelles. Dans le cas d'une anomalie en première division, nous allons avoir distribution des deux chromosomes X dans un seul ovocyte. Et je vous rappelle que chez la mère, on ne conserve qu'une seule cellule sur les deux à chaque fois. Donc ici sont représentées les différentes possibilités de distribution et non pas la fabrication de 4 ovules simultanément. Donc soit les chromosomes X vont dans l'ovocyte et dans le globule polaire, il n'y aura rien. À ce moment-là, on obtiendra après fécondation des trisomies, soit un triple X, soit le Klinefelter. Si les deux chromosomes X vont dans le globule polaire, dans l'ovocyte, il n'y aura pas de chromosome sexuel. À ce moment-là, après fécondation, nous aurons une monosomie, soit X0, c'est le syndrome de Turner qui est viable, soit Y0 qui n'est pas viable. Si l'anomalie a lieu en deuxième division, à ce moment-là, on pourra obtenir, si les chromosomes vont dans l'ovocyte conservé, une trisomie, si les chromosomes vont dans le globule polaire, une monosomie non viable ici. Ou alors, une trisomie Klinefelter ou une monosomie X0 Turner qui est viable ici. Ces anomalies peuvent également arriver chez le père. Cette fois par contre, le schéma représente bien la fabrication de 4 spermatozoïdes simultanément puisque les 4 sont conservés. Donc en cas d'anomalie en première division, on va pouvoir obtenir soit des trisomies de type Klinefelter, soit des monosomies de type Turner. Si l'anomalie a lieu en deuxième division, on va obtenir, comme pour tout à l'heure, soit des trisomies, soit des monosomies.